Un soir, voilà des brigands qui entrent dans l'appartement. Tout le monde est mis en joue, en respect, et on intime l'ordre au père, au chef de famille, de donner tout ce qu'il y a comme argent. Les malfrats sont au nombre de 3 et je ne sais ce qui a piqué le chef de famille. Il a jugé utile de profiter d'un moment d'inattention de l'un des ravisseurs pour lui sauter dessus. Et dans la bagarre, il arrive à enlever la cagoule de l'un des gars. Le gars, il se rend compte que c'est son fils. Dans la panique surprise, le fils a commis l'irréparable et il a tiré. Et son père s'est affalé, ils ont fui tout et tout. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, on va revenir un peu plus tôt dans l'histoire. Alors, nous allons voir aujourd'hui un ensemble de choses concernant l'école. Nous sommes en pleine rentrée scolaire, nous avons préparé les enfants, nous avons acheté les fournitures scolaires. Disons que nous sommes parés, nous sommes prêts pour pouvoir gérer les choses. Donc, la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que le fait d'avoir préparé tout ce qui est fourniture scolaire, préparé les enfants sur le plan de la propreté physique, réaménager nos horaires et tout ça, est-ce que c'est ça qui garantit vraiment le succès d'une année scolaire? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est le fait d'avoir tout mis sur le plan matériel qui garantit qu'on va réussir une bonne année scolaire ou alors qu'on va aider les enfants à réussir une bonne année scolaire? Telle est donc la thématique de ce soir. Et j'ai envie de vous dire, avant d'aller plus loin, que ceci est le corollaire du live que j'ai fait il y a 1 an concernant la sorcellerie en milieu scolaire. Donc, la sorcellerie en milieu scolaire, pour ceux qui l'ont raté, je vous recommanderais, je vous suggérerais fortement d'aller le revoir sur ma chaîne YouTube Maître K. Plus de 2 heures, j'ai tout déballé, j'ai tout décortiqué comme d'habitude. Donc, je ne vais plus rentrer dans certaines explications qui sont déjà dans cette vidéo-là. Mais si vous avez des questions, naturellement, je vais vous éclairer. Recentrons-nous. La rentrée scolaire commence. Elle va débuter. Ce que je voulais mettre en avant, je vais le mettre sur 5 points maximum. Et je vais les articuler avec des histoires réelles qui sont arrivées pour que vous puissiez un peu comprendre quelle est l'ampleur de certaines choses. D'accord? Selon vous, qu'est-ce qui garantit la réussite d'une année scolaire? Si on vous posait la question comme ça, selon vous, qu'est-ce qui ferait en sorte que vos enfants, les personnes dont vous avez la charge, puissent réussir leur année scolaire? Vous pensez que qu'est-ce qu'il faudrait? D'aucuns vont me dire qu'il faudrait une bonne préparation, qu'il faudrait des répétiteurs, qu'il faudrait une bonne école, qu'il faudrait peut-être un bon logement, j'en sais rien, des moyens de locomotion adéquats, adaptés, etc. Et je vous dirais, vous avez parfaitement raison. Mais ça, c'est sur le plan physique. Vous l'aurez bien compris, là, on va parler sur le plan spirituel. Et là, il y a tellement de choses, honnêtement, je ne saurais pas où commencer. Mais j'aurais envie de découper un peu les choses en 4 ou 5 parties. Premièrement,
nous allons commencer par ce qui est connu ou méconnu des uns des autres, je ne sais pas. Nous allons parler du vol d'étoiles ou du vol d'intelligence. Pour ceux qui sont quand même déjà un peu éveillés spirituellement ou alors qui ont l'habitude de me suivre, je vous avais dit que l'école est l'un des foyers par excellence où on vole la destinée, l'étoile, l'intelligence des enfants. Donc, la première des choses est le vol d'intelligence. Et ce vol d'intelligence-là, il s'opère en 2-3 niveaux. Il y a plusieurs techniques, plusieurs façons. On va juste énumérer quelques-unes. Tout se joue dans l'école que vous allez choisir pour mettre votre enfant. Certains établissements, pour accroître la notoriété, maintenir un certain nombre d'énergie, vont souvent sélectionner les enfants qui sont les plus intelligents, qui ont un bon aura, etc. Donc, comment ça se passe généralement? C'est dans les dossiers d'inscription, vos dossiers pour les enfants. Puisque dans ce dossier, il y a le nom des parents, il y a le nom de l'enfant, il y a son sexe, sa date de naissance. Il est très très facile de faire une étude spirituelle de l'âme de l'enfant. Donc, ils auront largement le temps de décortiquer c'est quoi l'avenir de l'enfant, quelle est sa charge spirituelle, quelles sont ses facultés avec lesquelles l'enfant est né, etc. Et c'est comme ça qu'on peut puiser l'intelligence de l'enfant pour la mettre pour la prospérité, la renommée, l'image d'un établissement. Ça, c'est une première des choses. Un deuxième aspect où on peut faire du vol d'étoiles, ça peut résider non plus au sein de l'établissement scolaire, mais avec les enseignants eux-mêmes, ou alors les personnes qui seront en contact avec les enfants, avec les élèves, etc. Toujours dans le même acabit, mais là, les raisons seront différentes. Autant dans l'autre, on voulait augmenter l'aura de l'établissement, etc. Dans le cas d'espèce où ce sont les adultes, les enseignants qui vont venir puiser l'intelligence des enfants, ça sera soit pour redistribuer à leurs enfants à eux, leurs propres enfants à eux, ou alors ce sera transformé en une énergie mais qui sera utilisée sur le plan de la sorcellerie nocturne, par exemple. Et ce n'est pas l'intelligence elle-même qui sera utilisée sur le plan mystique, mais on peut convertir cette force-là. Un exemple simple, vous pouvez avoir par exemple du bois transformé, il vous donne peut-être un fauteuil, du lit, etc. C'est un peu comme ça sur le plan mystique, c'est-à-dire qu'on va prendre cette énergie-là peut-être pour faire des messes nocturnes, ou alors ça peut servir parfois de carburant pour certains déplacements astraux, etc. On y reviendra plus tard, ou sinon, j'avais expliqué le voyage astral, vous pourrez revoir là-dessus. Maintenant donc, sachant qu'on peut voler l'étoile de vos enfants, soit parce que c'est l'établissement qui en a besoin, soit c'est parce que les enseignants, le corps enseignant en a besoin, ou alors ça peut résulter du fait que ce sont les camarades de vos enfants eux-mêmes qui sont des sorciers. Et là, ce n'est pas toujours vu, accepté ou admis, mais ne croyez pas que les sorciers que vous voyez, ils sont nés grands, ils sont nés sorciers. L'initiation commence généralement à la base. Donc, ça veut dire que pouvoir avoir des enfants déjà initiés, au contact d'autres enfants, peuvent commencer à voler leurs choses. Et généralement, comment ça se passe? Vous allez souvent voir des enfants demander à un autre de lui prêter son stylo, son cahier, parfois des vêtements, j'avais froid, le pull, etc. C'est pour ça que je demande souvent aux parents d'être très très vigilants sur les effets que les enfants ramènent à la maison. Pour des raisons évidentes de transfert énergétique, quand j'avais parlé de l'habillement en spiritualité, si vous vous souvenez, sinon vous allez retrouver sur ma chaîne YouTube, je vous avais dit que chaque vêtement qu'on porte, chaque chose qu'on touche garde une empreinte.
Donc, vous allez donc avoir un enfant bardé de malchance, de poisse, de sorcellerie, peut-être c'est un sorcier et tout, et puis il fait ce transfert-là. Ce qui se passe, c'est que, je vais vous donner un exemple, une technique très très simple, hein. J'ai failli dire que n'importe qui peut faire, mais je vous donne cette technique pour que vous voyez avec quelle facilité on peut voler l'étoile de votre enfant. Donc, imaginez que votre enfant ait prêté son cahier à un autre enfant, un autre élève. L'élève sorcier, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir le cahier de l'enfant où il avait pris des notes, du gribouillage, des dessins, j'en sais rien. Il va faire des méditations dessus en appelant son nom. Et il peut, par exemple, recouvrir la page avec peut-être, je sais pas moi, une poudre de charbon. Il finit de faire ses incantations dessus. Après, il gratte la poudre et il se lave le visage avec. Et voilà l'énergie de l'enfant qui est automatiquement transférée vers lui. Aussi simple que ça. Encore qu'il y ait des techniques beaucoup plus simples. Et le lendemain, il remet son cahier et tout. Vous n'allez pas vite vous en rendre compte parce que les manifestations sont diverses et variées. Peut-être l'enfant va commencer à trop somnoler à l'école, à trop dormir. Et parfois, vous pouvez être convoqué, vous aurez l'impression que vous faites dormir l'enfant trop tard à la maison, j'en sais rien. Ou alors, l'enfant ne développe aucun symptôme, mais à chaque fois qu'il doit faire un contrôle, une évaluation, un examen, il ne se rappelle plus de rien. C'est souvent, généralement le cas. Ou alors, dans l'incantation qui a été faite, une des techniques, c'est que on laisse l'enfant avec son intelligence, mais quand il compose, quand il passe une évaluation, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il a comme réflexion pour répondre aux questions justes, c'est transféré vers l'autre enfant. Donc, voilà souvent l'une des techniques qui sont souvent utilisées pour pouvoir voler l'énergie des enfants. Pourquoi est-ce que je vous explique tout ça? C'est pour vous dire que, ok, autant vous avez préparé votre rentrée scolaire pour vos enfants sur le plan matériel et tout ce qu'il fallait, autant ça ne servirait strictement à rien si dès le premier jour, quand vous avez inscrit l'enfant ou le premier jour des classes, l'enfant rentre vide, il devient une coquille vide parce qu'on n'a pas pris les mesures qu'il faut. Ce serait vraiment dommage. Peut-on être initié depuis le de sa mère? Alors, je présume que la question est: peut-on être initié depuis le ventre de sa maman? Donc, en étant encore dans le ventre, est-ce qu'on peut être initié à de la mauvaise sorcellerie? Je vais vous confirmer sans embâche que oui. Dès 3 mois, dans le ventre d'une maman, on peut initier l'enfant. On peut même programmer son évolution dans l'initiation de la sorcellerie. Donc ça, c'est... Par exemple, qu'est-ce qui est souvent fait? On se dit, 3 mois, quand le fœtus est formé et tout, on établit la connexion, le lien. C'est-à-dire, c'est un peu comme un numéro de téléphone mystique. C'est-à-dire que quel est votre canal spirituel par lequel on va vous appeler tout le temps, où on pourra vous joindre? Quel est le lien? Ce que vous entendez souvent dans les traitements, couper les liens. Donc, premièrement, on établit donc un lien, un pont spirituel pour pouvoir être en contact avec l'âme de l'enfant tout le temps. Après, on laisse progresser l'enfant. Dès 9 mois, quand il y a de l'accouchement, là, on peut passer à la deuxième phase. C'est-à-dire que on lui injecte dans son estomac, je ne sais pas comment appeler ça, dans son ventre, une matière organique qui sera le témoin spirituel. Laissons un peu le gros français. La matière organique n'est rien d'autre qu'un amas de viande ou alors un animal genre un crapaud, un escargot, ce genre de choses. Donc, c'est ça, en fonction de ce témoin-là, ça connote l'orientation et la force spirituelle qu'on va donner, qu'on voudrait que le futur sorcier ait. Et généralement, on laisse couler et soit à l'âge de 3 ans, ou 7 ans, ou 12 ans, maximum des maximums, l'enfant commence donc à aller en esprit dans le monde spirituel pour faire beaucoup de choses. Manger des gens, voler des vies, etc.
Donc tout va dépendre de ce que la communauté de sorciers a décidé par rapport à l'enfant. Et c'est souvent comme ça. Mais ce qui est souvent rapidement fait, c'est d'établir le pont. Parce qu'une fois qu'on a établi le pont avec le fœtus, on peut activer n'importe quand, n'importe quel moment, toutes les autres phases. C'est pour ça que les parents qui sont souvent avisés vont plutôt bloquer la première phase très vite, très tôt. Dès le premier jour où la femme constate qu'elle a un retard, elle prend des dispositions par rapport à ça. Comment protéger nos enfants? À ce stade-ci, il n'y a pas d'astuce, vous l'aurez bien compris. C'est pas quelque chose que je vais vous dire, mettez ça dans la poche, faites ci, faites ça, ça marchera, non. Là, on est dans du sérieux, il faut souvent se rapprocher des maîtres spirituels, etc. On sait comment gérer ce genre de choses. Donc, vous ne pouvez pas le faire vous-même. Après, il peut y avoir des astuces pour répulser les sorciers, celles-là. Mais, comme je vous l'ai dit, dès le premier jour, vous constatez qu'il y a un retard, faites ça. Si vous avez déjà accouché et que vous n'étiez pas au courant avant, bah, vous pouvez toujours vous rapprocher. Donc, je vous dirai comment faire. Donc, je résume un peu pour être sûr que j'ai bien pigé la question. Parce que je vois plusieurs volets. Donc, on veut savoir comment est-ce qu'on peut mettre une barrière pour le vol d'étoiles, ou en milieu scolaire, ou dans la vie générale. Ces trois niveaux, effectivement, il y a trois façons de faire. Je vais commencer par vous expliquer. Je crois que vous ne comprenez pas trop bien quand je parle de vol d'étoiles, ou ce que l'étoile même est. Peut-être que je ferai un live dessus, on ne sait jamais. Disons que une étoile est un peu comme une espèce de batterie, une pile. Et cette pile-là, elle a un temps où elle est active, où elle produit des choses. Et dans le monde spirituel, cette énergie, cette pile-là que Dieu vous a donné à la naissance, se traduit généralement par une lumière, ou alors ce qu'on appelle dans le jargon une pyramide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus votre aura est lumineux, parce que qu'est-ce qui se passe dans le noir? Si vous allumez une petite étincelle, on pourra voir qu'il y a une petite âme. Mais si l'âme de l'enfant a peut-être le rayonnement d'un lampadaire, vous êtes d'accord que on peut voir l'âme de l'enfant à des kilomètres et à des kilomètres. Et là donc ça donne l'information aussi que attention, dans ce coin du quartier, de l'école, de la terre, il y a une étoile qui brille un peu plus que les autres. C'est pour ça qu'on dit que votre étoile brille. Parce qu'au sens propre du terme, elle brille vraiment. Et vous allez le voir dans votre quotidien physique pour ceux qui ne sont pas initiés. Peut-être qu'on va vous trouver très joli, très beau, très mignon. Les gens vont spontanément venir vers vous. Les gens vont spontanément vous remarquer par rapport à d'autres personnes alors que vous partagez le même espace, etc. Donc, grosso modo, c'est ça l'étoile. C'est le capital que vous avez quand vous venez. Capital spirituel énergétique. Il y en a donc des personnes qui ne naissent pas avec un capital impressionnant ou même pas du tout. Des gens qui ont l'étoile zéro, quoi. Genre, il est vraiment venu accompagner les autres. Et donc, du coup, on vole donc cette lumière-là pour pouvoir l'utiliser ailleurs. Maintenant qu'on sait ça, vous devez vous demander à partir de quel moment cette étoile est visible ou détectable. Cette étoile est détectable dès la première minute de fécondation. Parce que généralement, vous les femmes, vous vous rendez compte que vous avez un retard après quelques semaines, mais la grossesse est déjà là. Et dès la première seconde où elle est déjà là, on a la possibilité de savoir que vous êtes enceinte, quel est le sexe, etc. Et quelle est la portée énergétique de la personne qui arrive. Est-ce que c'est une étoile florissante ou non? Ça veut donc dire que pour protéger, donc, quelle est la barrière qu'on peut mettre pour répondre à la question sur le plan du vol d'étoiles et sur le plan de la vie en général? Je vais mettre l'école à côté. Je vous l'ai dit, vous devez protéger avant les 3 mois, juste avant l'accouchement et après l'accouchement. Ça, c'est pour les parents éveillés. Mais si vous n'êtes pas éveillé, ça passe par un traitement spirituel en bonne et due forme. Et maintenant, donc, concernant l'école, la protection qui est faite pour une personne, je ne sais pas moi, dans sa vie de tous les jours, dans les affaires,
n'est pas la même que pour l'école. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'école, c'est quoi? C'est le rassemblement de beaucoup d'âmes à la fois. Comprenez, hein? Dans l'école, on va rassembler beaucoup d'âmes à la fois. Et ces âmes-là ont diverses origines, divers liens karmiques, divers types de malchance. Vous avez des sorciers, des gens normaux, etc. Donc, c'est un mélange de beaucoup de choses. Et comprenez que dans le monde où vous vivez, sur le plan physique, ça ne compte pas la vie physique, ce qui compte, c'est la vie spirituelle. Et les esprits sont tout le temps en train de s'évaluer, de fighter, voilà. Donc, quand vous allez donc prendre votre enfant qui est innocent et que vous allez le mettre, je sais pas moi, dans une crèche, dans un établissement, voilà, où il y a déjà le lot des autres sorciers, il va se passer un phénomène naturel et un phénomène mystique. Le phénomène naturel, c'est quoi? C'est que quand une âme qui est faible se retrouve au milieu des âmes qui sont fortes, les âmes qui sont fortes masquent l'étoile qui est la plus faible. Et vous allez le ressentir parfois vers des enfants qui sont un peu introvertis ou qui ont trop peur. Vous allez voir, observez un tout petit peu, dans les rentrées, les premiers enfants qui entrent, vous allez voir beaucoup d'enfants qui pleurent. D'autres qui se demandent ce qu'ils font là, et d'autres qui rigolent, qui jouent. Mais vous allez voir que si vous faites le ratio de la proportion, vous allez voir qu'environ 60% des enfants vont pleurer, peut-être 30% seront stoïques, d'autres vont jouer. Et ceux qui vont jouer tout ça, ce seront les leaders naturels. Pourquoi? Parce que de manière naturelle, leur aura est beaucoup supérieure aux autres. Les enfants ne pleurent pas toujours la séparation, hein. C'est la charge émotionnelle, spirituelle qui joue souvent. C'est un peu comme si vous faites, je sais pas moi, 10 heures de cours de maths ou bien 10 heures de conduite. À un moment donné, vous allez être épuisé, fatigué. Les enfants étant encore beaucoup plus sensibles au monde spirituel, ça matraque, ça cogne. Donc, c'est pour ça que parfois ils pleurent. Et comme ils ne savent pas eux-mêmes expliquer, ils vont se retourner vers la maman ou papa qui est un environnement qu'ils connaissent depuis qu'ils sont tout petits, qui les rassure. Donc voilà parfois pourquoi ils pleurent. Ça veut donc dire que pour la barrière spirituelle, comment on fait concrètement? Avant de soumettre le dossier de candidature de votre enfant, le dossier d'inscription de votre enfant, vous devez déjà avoir mis une protection spirituelle en amont. Parce qu'on vous demande souvent des photos aussi. Voilà. Donc il faut mettre la protection spirituelle avant. Donc ça veut dire que vous devez avoir contacté un maître spirituel avant, etc. Et si vous l'avez déjà mis à l'école parce que vous ne connaissiez pas tout ça, la bonne nouvelle c'est que ça peut se faire à tout moment. Mais il faudrait quand même avoir l'info. Donc on résume. La protection d'une étoile ne se fait pas par des charlatans ou alors des apprentis sorciers. C'est une science très poussée qui demande de la maîtrise de la technique. Donc il faut voir un professionnel là-dessus. Et deuxième des choses, donc, pour tout ce qui est dans la vie courante et tout, il y a des protections et des niveaux de protection. Donc, résumons un peu comme ça, sinon, on va y passer la nuit. Mais sinon, en ordre, je pourrais vous expliquer où aider les personnes qui ont des besoins dans ce genre. Alors, une autre question. Qu'en est-il des enfants très étourdis qui oublient tout à la seconde? Superbe question. Superbe question. Les enfants qui sont étourdis, qui oublient tout à la seconde. Alors, déjà, il faut comprendre que ce ne sont pas des fous, hein. Ce ne sont pas des enfants qui sont dans la vie des tares. Il peut y avoir deux explications. La première explication peut être spirituelle et volontaire, c'est-à-dire que la mainmise volontaire d'une personne. Vous savez, quand on vole l'étoile de quelqu'un ou alors quand on joue sur son corps mental, soit la personne développe des maladies mentales, hein. On parle d'autisme, on parle de ceci, de cela, ou alors il peut être étourdi. Parce que comment est-ce que fonctionne le cerveau? Le cerveau fonctionne avec des signaux électriques. Ces signaux électriques-là, c'est elle qui enregistre l'information au contact de d'autres signaux. Et lorsque spirituellement on vient dérouter le signal mystique, ça joue, ça a de l'incidence sur l'enfant. Et un autre truc, c'est que les enfants qui sont étourdis généralement
faites attention quand un enfant est un nouveau-né. Je suis toujours très contre cette histoire de voir bébé. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jargon, c'est lorsqu'un enfant naît, nous venons accueillir l'enfant avec des présents, découvrir à quoi ressemble l'enfant. Dans le principe, c'est ça, c'est bien. Mais il y a d'autres personnes qui en profitent pour pouvoir malheureusement gâter la vie d'un enfant. Et comment ça se passe? Alors, première des choses, quand un enfant est tout petit, visiteur ou alors personne de la famille qui est un peu bizarre là, vous devez vous assurer qu'on ne donne pas à manger à l'enfant directement. Qu'est-ce que j'entends par là? D'autres personnes vont mettre un morceau de bonbon, un morceau de viande, un morceau de ceci, de cela pour X raisons. Ça, c'est un signe criard de sorcellerie. Généralement, les gens, il a déjà fini de mastiquer, faire son truc. Il a juste besoin d'un contact entre lui et l'enfant. La salive a la même composition énergétique que le sang, que le sperme, etc. Donc, il peut donc prendre quelque chose, il met dans la bouche de l'enfant et tout. Ça, c'est une première technique. Il peut souffler discrètement sur la fontanelle de l'enfant. Ça, c'est un deuxième des trucs. Ou alors, il peut s'arranger à couper une petite mèche du cheveu de l'enfant. Et là, c'est le Graal. Il a quasiment fini le travail à 90%. Il ne va manquer que appeler l'âme de l'enfant la nuit et faire ce qu'il y a à faire. Donc, et quand on fait ça, parfois pour avoir des enfants étourdis après, ou alors il oublie, ou alors tu lui parles, il a compris, hein. L'instant d'après, toutes tes menaces, tous tes conseils, tout ce que tu as dit, il a déjà oublié. Donc ça peut arriver. Mais ça, ce n'est pas, c'est rien, ça se gère assez facilement. Mais déjà, il faut qu'on connaisse, savoir que ça existe et voilà. Peut-on délivrer un enfant sorcier? Je vais aller cash, oui. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a une double difficulté. La première, c'est que d'office, vous allez entrer en combat avec les gens de la famille qui ont une ascendance beaucoup plus puissante sur l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a le lien de sang. Et deuxièmement, parce que si ça se passe mal, l'enfant peut y laisser de sa personne. Et je vais m'expliquer pourquoi. Souvenez-vous, au début, je vous ai dit, dans une deuxième phase, on peut vous introduire un artefact qui sera le moteur de votre sorcellerie, qui peut être un morceau de viande, qui peut être un morceau d'escargot, un verre, tout ce que vous voulez. Et parfois, chez les femmes dont l'initiation a raté, ou alors a été incomplète, vous allez avoir des myomes, des fibromes, etc. qui vont se multiplier. C'est ce mutant-là, ce truc mystique-là, qui essaie de muter, qui échoue, qui mute, qui échoue, parce que tu n'as pas été bien fait. Et sur le plan physique, la médecine n'étant pas très profonde, on va vous dire vous avez 10 myomes, 20 myomes, etc. Donc voilà. Du coup, si on veut délivrer un enfant dans la sorcellerie, né sorcier, déjà, je rectifie un petit truc, hein. Un enfant ne naît pas sorcier. Disons que dès la naissance, on lui a inculqué la sorcellerie. Aucun enfant ne naît sorcier. Ce n'est pas une faculté, genre comme avoir un nez, une bouche, non. C'est toujours un ascendant qui va initier l'enfant à la sorcellerie. Une fois cette précision a été faite, si vous voulez délivrer un enfant de la sorcellerie, et je vais prendre à témoin tous les gens du domaine médical, et je m'engage solennellement devant vous, s'ils arrivent à me contredire, je leur offre tout ce qu'ils veulent. Pour ceux qui sont dans le domaine médical, surtout en chirurgie, vous allez parfois être surpris des choses que vous voyez dans le ventre quand vous assistez le médecin, ou alors c'est des médecins dans le panel, ils vont vous dire que des fois ils trouvent des cheveux, des fois ils trouvent des grenouilles vivantes. Quand on dit grenouille, ce n'est pas que une grenouille morte, non. Il y a des qui parlent. Ils vont vous dire qu'ils trouvent toute espèce d'animaux possibles. Et parfois, avant une opération, le patient peut te dire, docteur, tout ce que tu vas trouver là, tu ne touches à rien. Tu fais ce que tu as à faire et tu quittes.
Pourquoi il donne cette précision? Parce que c'est le moment où le sorcier est le plus vulnérable. Il vous suffit d'enlever cet artefact-là et il décède directement. C'est pour ça que je vous ai dit que la complexité est que non seulement vous allez avoir des batailles avec les sorciers de sa famille, mais la personne peut passer à trépas si vous manipulez mal. Pourquoi? Parce que ce truc-là, c'est une partie de son âme. C'est un peu technique, je vais essayer vraiment de rendre ça digeste. C'est une partie de son âme. Ce serait l'équivalent pour vous les personnes normales, peut-être d'avoir un cœur. Et que ce cœur est empoisonné. Si on vous retire le cœur empoisonné, immédiatement vous allez clamser, on est bien d'accord. Dans le monde spirituel, c'est pareil. Ils ont l'espèce de cœur, le moteur qui leur permet d'ouvrir leurs facultés spirituelles, d'aller en vampire, faire tout ce que vous voulez. Donc il y a dans ce cœur-là son moteur qui est symbolisé parce que vous pouvez voir à l'œil nu comme un morceau de viande, un escargot, une chenille, tout ce que vous voulez. Mais sur le plan spirituel, ce n'est pas une chenille, c'est autre chose. Mais bon, laissons ça. Ça veut donc dire que quand on veut donc délivrer un sorcier ou un enfant, entre guillemets, né sorcier, on ne retire jamais cet artefact-là. C'est-à-dire ce moteur, ce morceau de viande, ce parasite-là. On ne le retire jamais. Parce que si vous le retirez, instantanément, il meurt. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que il y a deux façons de le faire. Soit on va retourner la polarité. En jargon, on dit on va rendre le truc fou, le truc bête. D'accord? On va rendre le truc bête. C'est-à-dire qu'on va rechanger sa polarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans l'initiation de l'enfant, quand il était dans le ventre, le sorcier qui l'a initié ou la sorcière avait décidé que cet enfant sera quelqu'un qui mange des gens en sorcellerie, nous on va plutôt retourner pour qu'il aide les gens. Parce que comprenez que quand on initie quelqu'un dans la sorcellerie, ce n'est pas toujours pour bouffer les gens. Il y a parfois on peut te dire que toi tu es un guerrier, c'est-à-dire que tous les combats spirituels on t'embarque, tu peux être celui qui vaut les énergies à travers le sexe, à travers d'autres choses. Tu peux être celui qui crée des couloirs aériens dans les maisons des gens, c'est-à-dire quand les gens dorment, tu viens en couche de nuit, etc. Donc il y a un rôle prédéfini qu'on te donne. Donc quand tu veux donc soigner un sorcier, tu changes la polarité là, donc tu rends ça idiot, tu rends ça fou. Ou alors, tu anesthésies, c'est l'image la plus fidèle que je peux vous donner. On anesthésie ce morceau de truc là. C'est-à-dire que, un peu comme un corps humain qui est anesthésié, il ne fait plus rien. On ne l'a pas tué, on n'a pas retrouvé la polarité, mais on l'a rendu inerte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les sorciers vont activer son nom, son âme, pour créer la connexion, il n'y a plus rien. C'est l'équivalent d'avoir bloqué quelqu'un sur votre téléphone portable. Il va continuer à vous appeler, mais il ne pourra plus vous avoir. Parce qu'on a rendu ça inerte. Ce n'est pas l'objet du truc de ce soir, mais ça rentrait dans la question, c'est évident. Donc, c'est ça pour vous dépanner comme info, on y va. On a encore beaucoup de choses à voir sur les choses dont on ne parle pas à l'école, les tabous de l'école sur le plan spirituel. Donc, on va accélérer. Alors, l'harcèlement scolaire a-t-il un lien avec le lien spirituel? Ah, j'adore cette question. C'est justement un des tabous que je voulais aborder. Parce que vous avez préparé la rentrée scolaire, c'est top. Vous avez peut-être protégé, pris les dispositions pour accompagner votre enfant, etc. Vous avez même peut-être échappé au vol d'étoiles, mais vous êtes buté sur le fait qu'il y a du harcèlement. Et on va parler de deux types. Il y a le harcèlement physique, c'est-à-dire que votre enfant part le matin, il se fait agresser par d'autres enfants, tabasser, insulter, humilier. Ou alors, il y a un harcèlement psychologique. Et je vais vous raconter une histoire. Une petite fille qui était dans une nouvelle école.
Elle était en minorité, parce que vous savez, dans les écoles, il y a des minorités. Je ne vais pas citer ici pour ne pas stigmatiser, mais bref, elle était une minorité. Et chaque fois qu'elle arrivait à l'école, les camarades se moquaient d'elle, parce que elle avait un accent particulier, etc. Bref, vous connaissez un peu le monde, le monde scolaire peut être très très malsain des fois, très très toxique. Donc, on la titillait tout le temps, elle était brillante et tout, elle se défendait comme elle pouvait, mais vous savez, quand vous êtes à plusieurs, à un moment, vous craquez. Et un beau jour, elle sympathise avec un jeune garçon de sa classe, quoi. Vous savez, les amourettes entre jeunes, ça peut arriver. Et chemin faisant de fil en aiguille, j'accélère vraiment l'histoire. Elle a son premier baiser, son premier câlin, etc. Et le mec, son copain, lui dit, écoute, j'aimerais qu'on passe à l'acte, qu'on essaye un peu le truc. Et la fille n'a pas encore connu d'intimité, ne connaît pas d'homme. Du coup, elle refuse, logique. Et le gars lui demande, est-ce que tu peux me faire une petite pipe? Voilà. Elle dit, la pipe c'est quoi? Le mec lui explique, t'inquiète, je vais te guider, etc. La fille fait le truc et tout ça. Elle ne trouve pas particulièrement quelque chose d'intéressant, mais bon, c'est son copain, c'est son premier amour, donc voilà. Et le lendemain, à la sortie des classes, je ne sais plus dans quel coin de l'établissement, elle voit ses camarades qui l'embêtent d'habitude revenir. Et du coup, elle se défend et tout. Le gars lui dit que, écoute, on voudrait aussi que tu nous fasses la pipe, quoi. Si tu refuses de nous faire la pipe, ben, on va envoyer le truc de la pipe à tous les autres camarades de l'école. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que son premier amour était en fait quelqu'un de la bande. Il était souvent un peu en retrait et tout ça, mais c'est quelqu'un de la bande. Et ils avaient mis ce stratagème-là pour pouvoir laver OIL, voilà, en groupe. Donc, la pauvre fille, avec la peur des parents trop stricts et tout ça, a décidé de mettre fin à ses jours en prenant des comprimés. Elle avait pris beaucoup de comprimés et elle les a ingérés. Et heureusement pour elle, sa grande sœur est arrivée au bon moment pour que la fille puisse être prise en charge et pour qu'elle puisse guérir. Pourquoi est-ce que je m'attarde dessus? C'est pour vous dire que il y a beaucoup de leçons à tirer là-dedans. Premièrement, il faut être attentif aux signaux de vos enfants ou alors des personnes dont vous avez la charge. Vous connaissez tous vos enfants, vous connaissez les habitudes et tout. Si vous voyez qu'un enfant réchigne à partir de l'école ou alors chaque fois qu'il entend parler de l'école, son attitude change, vous devez déjà commencer à vous interroger à savoir qu'est-ce qui se passe. Vous devez vérifier aussi ses effets scolaires. En tout cas, et puis vous devez créer une relation où vous êtes en étroite proximité avec les enfants pour qu'ils parlent. Parce que les enfants ne parlent pas souvent parce qu'ils ont peur de votre réaction à vous. Si vous êtes un ogre ou bien une tigresse, il sera beaucoup plus braqué et tout. Et parfois, ils ont souvent l'impression que c'est eux les coupables et qu'on va les juger. Que si quelque chose leur est arrivé, un VOIL par exemple, c'est de leur faute, etc. etc. Donc, premièrement, sur le plan physique de tous les jours, créer les conditions pour que ce soit limité au maximum. La spiritualité ne fait pas tout. La spiritualité aide de beaucoup, de 90%, mais vous avez un 10%. Ce n'est pas parce que vous êtes spirituellement protégé ou moi que je vais aller me jeter sous un train, par exemple. Non. Donc, vous devez quand même, tout ce qui dépend de vous, faites-le. Ce qui vous dépasse, le côté spirituel va gérer, vous avez des maîtres, etc. On saura vous aider. Donc, premièrement, la sensibilisation, la vigilance des parents et tout. Mais maintenant, donc, sur le plan spirituel, effectivement, et Dieu merci, il y a des travaux spirituels que l'on fait souvent pour éviter que des enfants soient des moutons noirs
de leur école et tout. Parce que ça joue énormément. Le trauma est souvent parfois profond que vous n'imaginez pas les conséquences sur le long terme, les blessures psychologiques qui restent. Donc ça c'est super important. C'est pour ça que je suis très content de la personne qui a posé la question sur le harcèlement. Est-ce qu'il y a une dose de spiritualité dedans? Bien évidemment. Parce que comprenez que un enfant ne réagit que par rapport à l'environnement qu'il côtoie ou à les influences qu'il a eues. Un enfant normal qui n'a eu que son cocon familial et tout, quand il sort, il ne se transforme pas comme ça. Hein. Si vous voyez un enfant qui est violent envers d'autres, comprenez que soit il subit cette violence, soit il est habitué à la voir. Soit avec les membres de la famille, soit avec ce qu'il voit à la télé. Donc il faut contrôler ça. Maintenant, nous sommes dans un monde des réseaux sociaux, d'internet, des téléphones, des gadgets et tout. Moi, je ne suis pas pour de priver vos enfants de ça. Ça peut être utile, savoir où l'enfant est, etc. et tout. Mais vous devez avoir un contrôle dessus. Soit un contrôle technologique en installant des outils, soit un contrôle spirituel vous permettant d'être sûr que certaines choses n'arrivent pas. Et je vous rassure, hein, tout ce qui est brimade, racisme, je ne sais pas trop quoi dans les établissements, spirituellement, ces énergies-là se gèrent. De manière à ce que les enfants n'aient pas l'intention de faire ça sur l'enfant. Et même si c'était pensé, c'est dévié d'une manière ou d'une autre, l'enfant n'est pas sujet à ça. Donc vraiment merci pour cette question, elle est magnifique. Je vais revenir ici, d'après mon flux. Pour les enfants autistes, peuvent-ils retrouver un état normal après 7 ans? Comment les protéger? En vrai, vous voyez, tout à l'heure je parlais par exemple du vol d'étoiles, du vol d'énergie et tout. Bon, actuellement je gère beaucoup de cas qui sont liés à ça. Ça avance assez bien, Dieu merci. Je n'ai pas eu l'autorisation. Les mamans ne m'ont pas demandé de venir témoigner pour celles qui ont eu la guérison, donc je m'abstiens à ça. Elles-mêmes pourront venir témoigner quand elles voudront. Mais je vous réponds que c'est facile. Bon, pas que c'est facile, c'est encore faisable. 7 ans, ça commence à corser. 12 ans maximum des maximums pour le garçon. 9 ans pour la fille, ça commence à être un peu compliqué. Là, on ne gère que les trucs de bord. Mais c'est facile. Mais déjà, comprenons un peu le phénomène de l'autisme. Et là, s'il y a des personnes qui sont obtus, parce qu'elles ne sont que cartésiennes, c'est leur droit. Ok? Moi, je parle de ce que je sais. Qu'on touche du doigt. Vous n'allez pas dire à une maman qui voit son enfant se mutiler du jour au lendemain, ne sait plus parler, tout, vous n'allez pas lui dire que la sorcellerie n'existe pas. Donc, pour ceux qui n'ont pas ces expériences-là, respectons les mamans qui souffrent de ça. Donc, comment ça peut se manifester? C'est que, effectivement, quand on vole l'étoile, ce que je n'ai pas expliqué quand je parlais de l'étoile, c'est qu'on a 2 types d'étoiles. Il y a des étoiles qui sont fortement liées à notre âme. Il y a des étoiles qui ne le sont pas trop. Pour ne pas vous embrouiller avec ce qui est technique, comprenez que il y a des personnes que pour voler leurs étoiles, on est obligé de détruire leurs âmes, quoi. C'est un peu l'équivalent d'un voleur qui entre dans une maison. S'il a la possibilité de forcer votre serrure, il entrera sans trop de dégâts. Mais s'il n'a pas la possibilité, il peut défoncer toute la porte. Vous voyez un peu. Si vous prenez la porte et que vous remplacez par l'âme, vous détruisez l'âme, l'enfant devient une loque humaine. Il devient un peu fou, attardé, ou alors il a un petit retard de croissance qui ne va jamais se rattraper. Donc il y a donc des personnes comme ça. Et donc quand on vole dans l'étoile de quelqu'un ou son intelligence, la conséquence directe souvent c'est que oui, on peut avoir ce genre de choses. Maintenant, l'autre explication, c'est que généralement, ça peut aussi se faire dès les 3 mois de la grossesse de la maman. Et là, on peut lancer une flèche. Donc, à 3 mois, on peut le foudroyer et c'est bon, quoi. Maintenant, voilà. Mais, je vous rassure que ça se traite correctement et bien en dehors de l'hôpital.
Je n'ai pas dit de ne pas aller chez les médecins et tout parce qu'il y a des autismes qui sont un peu normaux, congénitaux, on va dire. Qu'il n'y a pas la main humaine là-dedans. Soit. Ça peut se soigner autant spirituellement, autant sur le plan médical. Tout ce qui est sorcellerie, là, vous perdez votre temps. Parce que tout ce qu'on va faire, c'est de épuiser, comme je disais, anesthésier le patient avec des médicaments physiques alors que le problème se trouve ailleurs. Donc, année après année, l'enfant ne guérit pas. Donc, voilà. Donc, merci vraiment pour la question. L'autisme se soigne. Se soigne même d'ailleurs très très bien. Il faut juste en prendre conscience très vite. Le plus difficile souvent pour les parents, c'est d'admettre que mon enfant n'est pas normal ou n'est plus normal. Parce qu'il y a des autismes que moi j'ai déjà traités où l'enfant allait bien à l'école. À l'approche des examens, maman, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Un beau jour, il est malade, puis il ne se relève plus, il a des trous de mémoire, après il commence à fabuler, se fait du mal et tout, à délirer, tout ça. Donc, parfois, il faut comprendre que mon enfant n'est plus pareil et contacter des personnes qui peuvent gérer. Donc, très très belle question, vraiment merci beaucoup. Je vais essayer de voir s'il y a d'autres questions et pour d'autres compléments, vous pourrez me joindre en offre, tout est dans ma bio, c'est super facile. Est-ce qu'il y a des égrégores en milieu scolaire qui se nourrissent de l'étoile des enfants? Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et bon, je ne vais pas me mettre à dos les responsables, les gens qui ont des écoles et tout. La plupart, je dis bien la plupart, appartiennent à certains mouvements ésotériques, ce qu'on dit vulgairement loge. Et ces énergies-là, vous pensez qu'ils les prennent d'où? Entre autres de ça, des établissements, c'est pareil pour les hôpitaux. Donc, ça existe. Hein. Je vous avais dit un jour, le jour où vous allez avoir l'œil ouvert, vous allez vous demander même c'est quoi ce monde de fou. Les êtres humains sont prêts à tout pour des choses que vous n'imaginez même pas. Donc, voilà. Comment éviter le harcèlement entre étudiants et enseignants? Bon, je suppose qu'on parle sur le plan spirituel. C'est les travaux du même acabit que j'ai annoncé plus tôt quand je parlais des harcèlements entre enfants et tout. Vous savez, tout est question d'énergie, tout est question de pôle et on peut l'orienter. Il y a des travaux spirituels où le père me dit par exemple que moi je voudrais que ma fille aille à l'école, elle ne se fasse pas déranger et tout ça, qu'elle ne se fasse pas harceler par des enfants ou des enseignants. Ça se gère. Et qu'elle n'ait pas de grossesse par exemple. Voilà. Et c'est même le troisième tabou que je voulais aborder. Revenons au troisième tabou. Les grossesses en milieu scolaire. Bon, comme j'étais en train de dire, je ne vous apprends rien, vous avez des jeunes mamans qui dans leur parcours ont eu à avoir des enfants très tôt. Et déjà, je vois déjà venir les uns les autres. Et je vais nuancer tout de suite. Il n'y a pas jugement de valeur sur les mamans célibataires qui ont eu des enfants très jeunes, très tôt. Parce que une maman ne fait pas un enfant toute seule. À un moment donné, elle a cru en quelqu'un, innocemment, naïvement ou pas, elle a cru en quelqu'un et malheureusement la personne n'était pas sérieuse. Okay? Donc elle se retrouve donc toute seule à porter la responsabilité d'un enfant et parfois elle ne comprend même pas grand chose. Être maman, généralement on l'apprend sur le tas. Je vous fais fi des moqueries, des jugements, etc. Donc pour moi, une mère célibataire, une jeune maman, ce n'est pas une ratée de la société, elle n'a pas raté sa vie. Donc on arrête un peu avec ça. Où moi je vais mettre un peu l'accent, ce sera sur le plan spirituel parce qu'une grossesse n'est pas anodine. Déjà quand on est adulte, à plus forte raison quand on est jeune adolescent ou jeune adulte. Parce que
une union entre deux personnes, c'est deux énergies qui vont créer une troisième, l'enfant. Ça veut dire qu'avant de passer à l'acte avec quelqu'un, il faut une certaine compatibilité amoureuse qui doit être faite. Bon, ça c'est pour vous qui avez déjà une certaine culture spirituelle. Ceux qui ne l'ont pas, c'est catastrophique parce que vous pouvez avoir votre enfant, la fille ou même le garçon, hein, parce qu'il y a parfois des liens qui se tissent aussi. Vous pouvez avoir votre jeune fille, elle s'en va à l'école, elle tombe enceinte de quelqu'un qui est issu d'une famille sorcière, par exemple. Un vampire énergétique, par exemple. Ou alors quelqu'un avec une telle grâce spirituelle que vous pouvez être sûr que votre enfant, toute sa vie, est fichu, pas sur le plan de la société, mais sur le plan énergétique. Et d'ailleurs, attention, il y a des familles qui ont des contrats avec des entités, des démons. Parfois connus, parfois méconnus. Peut-être son arrière-grand-père avait tissé un pacte avec... Écoutez, moi je connais une famille où l'arrière-arrière-grand-père était un chasseur. Et pour garder sa notoriété du chasseur le plus compétent du village, il était allé signer un pacte avec des génies pour qu'on lui donne beaucoup de gibier tout le temps pour qu'il puisse les tuer. Et le mec, il était très très redoutable. Avec une lance, on l'appelait Monsieur One Shot. Puis être sûr que quand il va en brousse, il ne rentre jamais les mains vides. En contrepartie, il avait dealé avec les énergies de la forêt pour que aucune de ses filles de sa lignée ne va en mariage, ça c'est d'un, et que tous les premiers-nés de ces filles-là de sa lignée décèdent. En gros, les génies lui donnaient des animaux en forêt qu'il devait chasser, et lui en contrepartie, tous les enfants qui devaient naître de toute sa lignée, les premiers là, ils étaient offerts aux génies de la forêt. Et ces enfants-là avaient deux sorts. Soit ils étaient eux-mêmes les nouveaux animaux qu'on allait chasser, soit ils étaient des génies, ils se transformaient en des génies qui allaient réaliser les vœux et les fantasmes de d'autres humains, comme cet arrière-grand-père-là. Donc imaginez donc que la fille allait s'enquiquiner avec un mec issu d'un pacte aussi lourd. Votre fille tombe enceinte et vous avez déjà vos problèmes, vous partez pour un autre problème ailleurs. Donc, et ça arrive souvent plein à l'école et c'est pas négligeable. Pourquoi? Parce que quand l'enfant est encore dans le cercle familial, il y a des codes, il y a une certaine autorité parentale ou monoparentale, il y a une autorité quand même. Vous avez dressé un canevas de vie. Puis quand elle sort de votre maison, ce n'est plus votre enfant, ça devient l'enfant de la société. Et la société a ses tares, a ses vertus. Et en fonction des personnes qu'elle va rencontrer, si en amont on n'a pas préparé spirituellement son aura pour ne pas être influencé par d'autres enfants, parce que parfois il y a du suivisme, pour ne pas être influencé, ou alors de ne pas subir certains types d'énergie de certaines personnes, c'est dommage. Donc la question m'a permis de clarifier ce point-là et je vous en suis très reconnaissant. Quel âge maximum pendant lequel on peut encore protéger son enfant? La question est mal posée. Moi, j'aurais demandé à quel moment on peut le plus rapidement possible protéger notre enfant. Moi, je vous dirais dès que vous constatez le retard. Mais soit, imaginons que vous ne saviez pas tout ça, vous étiez une bonne jésulate, etc. Vous découvrez ce live et vous vous dites, je ferais peut-être quelque chose. Quel est l'âge maximum pour agir? J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas d'âge maximum pour protéger un enfant, pour se protéger. Même si on a 53 ans, on peut le faire. Sauf que il y a un problème, c'est que dans des sorts mystiques qui sont lancés, vous ne savez pas quelle est la période de temps que le sorcier a prédéfini. Il peut se dire, je crée mon pont spirituel et je déclenche mon assaut final à 12 ans, ou à 15 ans, ou à 20 ans. Et sachant que, je vous ai dit, l'étoile c'est le capital avec lequel vous arrivez sur Terre.
Il y a des gens dont l'étoile a été programmée par Dieu de briller à 21 ans maximum. Après, il commence à récolter le fruit de son étoile. Donc, si à 21 ans, quand l'étoile devait encore prospérer, vous n'avez pas blindé votre enfant, vous pensez que un maître spirituel aussi fort soit-il va faire la magie quand vous allez venir à 43 ans? Non, il ne pourra pas. Et encore, il y a des étoiles qui se régénèrent. Il y a des étoiles qui sont comme le savon, c'est-à-dire que plus tu utilises, plus ça finit, après il n'y a plus rien. Donc, si vous vous ramenez à 43 ans et que l'étoile a été siphonnée pendant tout ce temps, ça sera un peu compliqué. Donc voilà, parfois on arrive à vous restituer une partie de ce que vous avez perdu. Parfois ce n'est pas toujours évident, hein. Vous voyez un peu. Donc il n'y a pas d'âge maximal, mais il y a tellement de combinaisons et de probabilités que vous ne maîtrisez pas qu'il vaudrait mieux le faire le plus rapidement possible. Et surtout, j'ai dit à une femme antillaise il y a 2 jours que madame, je vous avais dit il y a 6 mois de faire telle ou telle action. Elle ne l'a pas fait. Son enfant vivait aux États-Unis et je souhaitais que lui dire qu'attention, il y a des risques élevés d'attaque contenant votre enfant, etc. Elle m'a dit, oh, j'ai élevé mon enfant jusqu'à 35 ans, vous voyez toujours le mal partout, qu'est-ce qui va lui arriver là-bas où il est? Je lui ai dit que, madame, vous jouez, hein. La sorcellerie ne connaît pas les frontières. En tout cas, moi je ne suis pas plus royaliste que le roi, moi j'ai laissé passer le tout, j'ai oublié. Et 2 jours, elle m'appelle en pleurant pour me dire que son enfant de retour au pays pour je ne sais quel projet a eu un accident de la route et il est passé de vie à trépas. Elle s'est lamentée au téléphone, moi je l'écoutais, c'était une maman, je ne pouvais pas lui dire que je vous avais bien dit, parce que quelqu'un dans la douleur et puis on a quand même une petite responsabilité de compassion et tout ça, de psychologie et tout, et aussi. Mais dans son fond intérieur, je pense que elle pleura le plus, pas parce qu'elle a réellement perdu son enfant, mais parce que c'était quelque chose d'évitable. Je lui avais dit 2 ou 3 fois que, madame, faites attention et tout. Donc vous voyez, je lui avais dit ce jour-là que madame, ce qui vous trompe, vous les parents, c'est que vous pensez que vous avez toujours beaucoup de temps. Je vais faire ça demain, je vais faire ça dans tel jour. Ou bien tu viens chez un spécialiste, un maître spirituel qui te dit, fais le truc si à tel moment, maintenant ou rapidement, tu dis, bon, je vais faire ça dans 6 mois, j'attends encore un truc là, etc. Vous ne savez pas, vous n'êtes pas le maître du temps. Quelque chose peut arriver vite, comme c'est arrivé à la pauvre dame, ou alors Dieu peut rappeler le maître spirituel à lui. Hein. Et je vous garantis que trouver quelqu'un qui maîtrise la science est devenu rare de nos jours que de trouver beaucoup de personnes qui blaguent. Donc, quand vous pouvez faire des choses vite et bien, vous savez que, voilà. Dans les familles toxiques, la dernière diffusion qu'il y a sur YouTube, je vous ai expliqué que des enfants ont vu le vrai visage de leur tante quand ils sont devenus orphelins. Alors que de leur vivant, certaines choses ne pouvaient jamais arriver. Donc, voilà. Il y a un live que je suis en train de penser sur la responsabilité spirituelle. On va revenir un peu plus, davantage en longueur par rapport à ça, mais avançons sur le sujet. Ah, franchement, vous avez des questions d'un certain niveau. Je me demande si vous avez noté ça quelque part avant d'arriver. Franchement, il faut être calé pour répondre à tout ça. Un parent qui vend son enfant de la sorcellerie peut-il avoir des regrets? Sorry, j'ai eu un fou de rire parce que la question, elle est à la fois pertinente mais à la fois drôle. Alors, je réponds posément. Est-ce qu'un parent qui vend son enfant dans la sorcellerie peut avoir des regrets? Pour ceux qui ne sont pas familiers du jargon, vendre un enfant dans la sorcellerie, c'est un sacrifice qui peut être physique ou mystique à des fins diverses et variées. Donc, retenez un truc. Vous pouvez avoir des cas où un parent vend et s'en fout. Parce que pour lui,
Les enfants, c'est un retour sur investissement, comme je l'ai expliqué dans le live sur les familles toxiques. Mais vous pouvez avoir, moi j'ai souvent vu des cas où des parents ont des regrets parce qu'ils vendent leurs enfants pour deux raisons. La première, c'est que quand ils signaient les pactes mystiques, et je vous renvoie sur la vidéo sur YouTube sur les pactes mystiques, quand ils signent le pacte mystique, ils ne voient pas plus loin que le bout de son nez. Ils voient une hypothétique ascension sociale, etc. Ils ne mesurent pas tous les enjeux. Sauf que, comme l'humiliation va crescendo, à un moment donné, il faudra qu'il donne quelqu'un, l'enfant qu'il aime le plus. Et c'est là qu'il commence à avoir des regrets, qu'il commence à avoir mal. Parce que la séparation de l'être en temps normal fait mal, mais le fait de savoir que votre enfant va décéder et qu'il ne va pas se retrouver dans les énergies normales de quelqu'un qui ascensionne, il va plutôt se retrouver dans les énergies où il devient esclave, où il doit travailler, c'est ça qui fait mal. Parce que ce qu'on ne vous dit pas souvent, c'est que quand vous entendez qu'on a vendu un enfant de la sorcellerie, il est mort. Ça ne s'arrête pas là. Hein. L'enfant est pris. Son âme, je vous avais déjà expliqué comment on prend l'âme de quelqu'un quand il décède pour aller travailler. Donc quand on le fait monter, on formate son cerveau, il part travailler ailleurs. Donc s'il devait mourir, je ne sais pas moi, à 75 ans, et que son père l'a poussé à 50 ans ou 30 ans, il va bosser les 20, 40 ans qui restent là-bas. Hein. Donc voilà. Et puis, sorcier qui a un regret, qui n'a pas un regret, pour moi c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Si vous constatez qu'il y a un sorcier dans votre famille et qui vous embête, il faut le chicoter avec la dernière énergie, même si c'est votre enfant. Parce que un sorcier dans votre famille, je vous assure que comprenez que toute votre vie, ce sera une vie de bataille et de protection. Parce qu'il est le vecteur, c'est lui qui va ouvrir toutes les portes à tous les sorciers de la terre. Donc, il faut un peu avoir pitié d'un sorcier. C'est retour à envoyer direct. On laisse tout ça. Alors, je commence à faire monter. Hein. Il y a tellement de questions. J'ai peur de ne pas trop... Attendez. Faisons un truc parce que je vois l'heure. Faisons un truc. Prenons un dernier tabou, vous voulez bien. Et après, deux derniers tabous. Après, je laisse... on part en freestyle pour les questions. C'est très important, je m'en voudrais vraiment si on ne parle pas de ça, ok? On va parler de quelque chose de très très grave, mais malheureusement qui peut arriver à n'importe qui de vous ou des gens que vous connaissez. C'est le phénomène de... Écoute, tenez, je vais raconter une histoire de la personne pour que vous compreniez bien. Il y a dans une maison où, depuis un certain temps, des choses disparaissent dans la maison. Un téléphone a disparu, de l'argent dans le portefeuille. Chaque fois qu'un invité arrive dans la maison, il appelle toujours les parents pour savoir si quelqu'un aurait dérobé quelque chose dans le sac ou pas. Après, des appareils électroniques ont commencé à disparaître. Des appareils photo, des téléviseurs et tout. Un soir, voilà des brigands qui entrent dans l'appartement. Tout le monde est mis en joue, en respect, et on intime l'ordre au père, au chef de famille de donner tout ce qu'il y a comme argent. Les malfrats sont au nombre de 3 et je ne sais ce qui a piqué le chef de famille. Il a jugé utile de profiter d'un moment d'inattention de l'un des ravisseurs pour lui sauter dessus. Et dans la bagarre, il arrive à enlever la cagoule de l'un des gars. Le gars, il se rend compte que c'est son fils. Dans la panique surprise, le fils a commis l'irréparable et il a tiré. Et son père s'est affalé, ils ont fui et tout et tout. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, on va revenir un peu plus tôt dans l'histoire. En fait, quand le fils a eu son bac, il ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Son père décide qu'il faut qu'il entre dans une école de mécanique parce qu'il a quand même de bons contacts qui pourraient épauler l'enfant.
Ce n'est pas trop la passion de l'enfant et tout, mais soit il est quand même assez brillant, il se dit, pourquoi pas, faisons ça, je pourrais changer plus tard. Et quand il commence les cours, il fait la connaissance d'une jeune fille et d'un jeune homme. Au départ, ils révisaient ensemble, puis ils sont devenus potes, etc. Et chemin faisant, de fil en aiguille, il a commencé à consommer de la farine. La farine, il est addict à ça, il trouve que c'est cool. Et tout ce qu'il fait, ce n'est que par rapport à la farine. Donc, s'il trouve un petit taf d'été, c'est pour acheter de la farine et stocker. S'il a un peu d'argent, c'est pour de la farine. Donc, tout ce qui disparaissait dans la maison, c'est parce qu'il passait le temps à piquer de l'argent pour pouvoir avoir ses doses de farine. Vous voyez? Et à un moment donné, il n'avait plus suffisamment de rentrées pour pouvoir avoir les farines que il s'est dit que papa a un grand projet. Je sais où il garde son argent, il a été payé, il a ça physiquement dans le coffre-fort. On va simuler le truc. Le truc, c'était vraiment, l'idée était de simuler et il allait avoir son argent, se partager des trucs. Sauf que ça a mal tourné. Et le voilà qui a perdu son père et qui a détruit sa vie. Pourquoi je vous raconte ça? C'est pour vous dire que vous pouvez blinder votre enfant pour les vols d'étoiles. Tout ce qu'on a cité là. Mais il peut toujours aussi trébucher parce que on a oublié de verrouiller un aspect. Le mélange d'énergie. Je vous ai dit, quand vous allez à l'école, à l'université et tout, c'est plusieurs esprits bizarres qui se rencontrent, qui se mélangent. L'enfant n'ayant pas l'aura suffisamment fort, il a été embarqué dans ce cycle-là et irréparable s'est produit. C'est pour vous dire que quand vous avez un peu de hauteur spirituelle, il y a des choses que vous devez prendre en compte, y compris justement cette histoire de faille. C'est dommage, c'est quelque chose qui aurait pu être évité. Et je vais parler aussi du dernier tabou, du dernier sujet. C'est ça, vous pouvez le retrouver à la fois dans les établissements scolaires, genre CP, commande, j'en sais rien, ou même à l'université. Et c'est là que ça devient un peu intéressant. Quelqu'un m'a demandé dans les commentaires, je ne sais pas si c'est en live ou en privé, si les établissements ont des égrégores, etc. Et je vous ai dit oui, qu'elles prennent de l'énergie en partie avec tous les gens qui vont dans ces écoles-là. Mais ce n'est pas tout. Et on va creuser une petite partie. Les écoles universitaires, je mets tout dans le même sac, sont les foyers par excellence où on recrute de nouveaux membres pour être dans de nouvelles loges, dans de nouveaux mouvements ésotériques. Donc, il peut donc souvent arriver qu'un enfant suffisamment déjà initié à ces choses-là, on lui donne quelque chose et on lui demande de ramener le maximum de personnes. Cas pratique. Vous avez un enfant, un jour son père, il dort, mais il entend des bruits dans la maison, comme si on gratte à la porte. Il s'est dit, mais c'est bizarre, j'ai pas de chat, j'ai même pas un perroquet. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça grésille? Papa étant colonel, il se arme de son truc de service. Il demande à sa femme de rester couchée et qu'elle s'enferme, mais quoi qu'elle entende, elle ne sorte pas. Qu'elle appelle la police et collègues militaires. Donc il sort et au niveau du couloir, le bruit de quelque chose qui gratte la porte s'intensifie. Il se dit, ça y est, ce sera moi ou eux. Parce que dans sa tête, ce sont des braqueurs. Et quand il torche en même temps qu'il vise, il se rend compte que c'est son fils. Du coup, il ne comprend pas trop ce que son fils fait à 3h du matin là. Et quand il se rapproche, son fils a les yeux fermés et il est en train de gratter la porte. Tel un somnambule, quoi. Et il est en train
de baragouiner des choses dans une langue qu'il ne comprend pas. Il essaye de secouer son fils, de tapoter, de faire n'importe quoi, de lui verser de l'eau. Le fils reste dans cet état zombie, on va dire. Bon, les gens d'un certain niveau quand même ont des petits réflexes. Il va prendre un peu de sel, d'eau salée et il va laver le visage de l'enfant et l'enfant va un peu revenir à lui. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là 2 heures du matin? Qu'est-ce qui se passe et tout et tout? Il lui dit que depuis il essaye d'entrer dans la maison, il n'arrive pas à retrouver son corps comme il fait souvent. Le mec dit, mais what the hell is this? C'est quoi encore ce délire et tout? Tu me parles de quoi? Ça et tout et tout. Après, il lui dit que on va tirer cette affaire au clair le matin. Il cuisine son fils le matin et se rend compte qu'il lui dit que il y a un nouvel élève qui est arrivé, un nouvel étudiant qui est arrivé et il a trouvé un livre. Après, par curiosité, il a regardé, il a pratiqué des choses et voilà. Il y a des fois, il entend des voix qui lui demandent de faire ci, qui lui demandent de faire ça. Et la voix voulait que il fasse certaines choses. Et j'en viens pour les parents que les personnes en bas âge. Je vous ai dit qu'il faut toujours contrôler ce que vos enfants ramènent. La règle est simple, hein, très très simple. Ne jamais accepter dans la maison quelque chose que vous n'avez pas acheté à votre enfant. La peluche ou quelque chose d'un peu plus important, c'est niet. Et maintenant, donc, pour les personnes qui sont un peu plus éveillées, plus grandes, etc., on l'a déroulé pendant notre échange. Il y a des questions ici, désolé. Alors, maître, comment rejoindre votre école spirituelle? Pour rejoindre l'école spirituelle, c'est facile. Tout est en bio. Ou alors, vous m'envoyez un mail et on verra par la suite comment faire. Maître, est-ce qu'il est possible de récupérer une personne qui a été vendue dans la sorcellerie? Oui, c'est possible. Mais moi, personnellement, je n'aime pas le faire. Je l'ai déjà fait 2 fois et ça a été l'expérience la plus lourde émotionnellement. Ce sont des gens qu'on avait zigouillés physiquement et mystiquement, on les a arrivés pour qu'ils aillent travailler dans d'autres pays. Et quand on les fait revenir, ils n'étaient vraiment plus eux-mêmes. Parce que l'âme, bref, c'est technique. Et du coup, la personne devient comme une loque humaine. Vous êtes obligé de l'enchaîner, de faire ci, de faire ça. Donc, je pense que si les parents n'ont pas pris les dispositions dès le départ pour pouvoir protéger les siens et ils décèdent parce que mendication, parce que sorcellerie, parce qu'esclavage nocturne, etc. Vous devez mieux pleurer un bon coup et les laisser partir. Parce que vous aurez une double douleur, vous aurez perdu quelqu'un de physique et quand il va revenir, il ne sera plus le même. C'est lourd émotionnellement. Et je peux vous donner une astuce très très simple. Bon, simple dans le principe, mais très très efficace. Vous voyez le balai traditionnel qu'on balaye souvent la cour avec là? Oui, maître. Voilà, je ne parle pas du balai long là. Non, je vois, oui, en tige là. Exactement, vous avez. Je ne sais pas si je pourrais le mettre peut-être en diffusion, vous allez voir. Donc ce balai là, voilà ce que vous avez fait. Un balai que vous avez déjà utilisé, hein. Pas un balai neuf. Donc un balai qui a l'habitude d'être utilisé. Oui. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre ce balai là. Oui. Vous allez taper votre fils 7 fois. Pas taper genre c'est le serpent, mais Non. taper un peu. Et à chaque fois que vous tapez, vous dites une parole qui débloque ou arrange sa vie. Un exemple, tu es intelligent et vous tournez sur lui. Tu es sage, vous tournez sur lui. Tu as beaucoup d'argent, tu es en santé, tu as une longue vie, etc. Toujours au présent de l'indicatif. D'accord. Donc, à chaque fois que vous tapez
sur une partie du corps, vous faites le tour. Vous tapez, vous faites le tour, vous tapez, vous faites le tour. Et quand vous allez finir, vous allez prendre votre salive comme ça et vous allez tracer sur le front de l'enfant. D'accord. Et quand vous allez finir, vous prenez le balai et vous le déposez quelque part où vous voulez dans la maison, dans la cour. Mais vous le déposez de manière à ce que les pointes regardent vers le haut. D'accord. Vous voyez, non? Ok, maître. Et vous voilà devenu une vraie maître spirituelle. Vous allez voir comment, même si l'enfant a été comment bloqué, comment, vous allez voir. Donc, D'accord. faites-le à l'abri des regards, il n'y a que votre fils et vous. Voilà, tapez, vous tournez, vous tapez, vous tournez. Si vous pouvez même le faire dans votre langue maternelle, tant mieux. Ou sinon en français, l'intention toujours au présent de l'indicatif. Et vous allez ouvrir les chemins de votre fils. J'espère qu'il vous dira merci un jour. Donc, l'astuce que je voulais vous donner pour ce soir, voici ce que vous pouvez faire. En fonction de la zone géographique où vous vous trouvez, vous allez avoir besoin d'un ingrédient particulier. Par exemple, si vous avez la possibilité d'avoir le roi des herbes, vous allez prendre environ 5 à 10 litres d'eau. Vous allez mettre ça dedans. Vous allez bien l'essorer pour que le jus de cette herbe-là soit en contact avec de l'eau. Donc vous allez vraiment bien mastiquer, tourner, laver, etc. Puis vous allez prendre un peu de vos premières urines du matin. Vous allez verser dans cette eau-là. Et vous allez mélanger le tout. Et vous allez laver votre enfant de la tête jusqu'aux pieds. Et vous allez faire l'intention à 2 détentes. La première intention, ça sera de le nettoyer de toutes les forces visibles et invisibles qui sont susceptibles de le perturber. Et de 2, vous allez dire tout ce que vous voulez de positif par rapport à l'enfant. Donc, faites ça, ça sera bien. Là, vous pouvez le faire le matin, à midi, le soir, peu importe. C'est super, super efficace. Si ça, c'est valable pour les mamans, enfin pour les dames. Si vous êtes un homme et que vous voulez le faire, c'est mieux de le faire avec... dites à la maman de le faire. Parce que ça ne marche que avec les urines de la lignée féminine. Donc, sa soeur, sa cousine, sa mère, mais la mère c'est le top. Parce que c'est sa mère qui va l'orienter, qui va gérer tout ce qu'il y a à gérer. Si vous ne pouvez pas avoir le roi des herbes, vous pouvez compenser avec du laurier. Ça fera tout aussi bien l'affaire. Mais. Quand vous allez faire ce truc-là toute la journée, vous ne devez pas gronder l'enfant. Même s'il fait quel type de bêtises, vous prenez sur vous, vous ne le grondez pas. Ça va aller. Donc, résumons. Vous allez prendre le roi des herbes ou alors feuille de laurier. Vous mettez dans suffisamment d'eau. Vous mastiquez, vous frottez vraiment pour que le jus entre là-dedans. Vous prenez les premières urines du matin, les toutes premières quand vous sortez de votre lit. Vous les garderez quelque part. Vous allez mélanger dans cette eau-là. Et vous allez faire des intentions, premièrement pour purifier l'enfant et deuxièmement pour tracer tout le chemin que vous voulez par rapport à lui. Et là, voilà, ok. Maintenant, donc, si ce n'est pas un enfant et que c'est pour vous-même, l'astuce est valable. Mais cette fois-ci, vous allez le faire avant le lever du soleil. Donc, si vous avez, je ne sais pas moi, un rendez-vous important ou bien vous sentez que dans votre vie, trop de blocages de partout, ça peut vous dépanner, essayez ça. Et vous allez voir. Si vous le faites pour l'enfant, pas vraiment d'interdit. Si vous le faites pour vous-même, vous allez éviter de l'alcool, éviter du sexe pendant 3 jours. Après, ça devrait aller. Donc voilà. Peut-on laver plusieurs enfants avec le même mélange? Non. C'est chaque enfant son truc. Les enfants ne sont pas pareils. Pour enlever les masques et toiles d'araignée sur le corps, vous allez prendre une toile d'araignée de chez vous, dans votre maison. Et vous allez la prendre, vous allez mettre quelque part. Et vous allez mettre de l'encens ou du feu dessus, vous allez brûler. En disant que vous détruisez tout ce qui est antenne, tout ce qui est caméra mystique qui sont envoyées chez vous ou qui vous suivent. Parce que les toiles d'araignée, c'est à la fois pour vous pister
et aussi pour vous amener de la poisse, etc. Donc voilà. Alors, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon début de semaine, une très bonne rentrée. Je suis vraiment content pour vos questions. Vous avez aidé à participer le maximum de personnes. Je vous souhaite beaucoup de choses, surtout de la santé. C'est très important et je vous dis au revoir et à la prochaine. Si vous avez des thèmes que vous souhaitez voir développer, pas de souci, faites-moi des suggestions en offre, par mail, sur YouTube, n'importe où et je verrai comment échanger avec vous sur le sujet. Alors, très bonne soirée. Bye bye.